Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à Françoise, mon épouse. Ce qui appartient au tout est dû à la partie. Autrement dit, chacun participe à sa mesure. À l'enrichissement collectif. Thomas d'Aquin. Introduction générale. Cet ouvrage sur les systèmes économiques de la mondialisation est inspiré des recherches pour nos enseignements en sciences économiques, d'abord à l'Université catholique de Bukavu, UCB, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 à L', Université catholique du Graben, UCG, 1999, 2000, 2001 et 2002 avant de parcourir d'autres universités du savoir à Lubumbashi et à Kisangani, ensuite à L', Université officielle de Bukavu 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, au-delà de nos écoles de formation en analyse économique d'Anvers, de Louvain et de l'Université Laval au Québec qui nous a diplômés au doctorat en 1995. Après avoir touché à divers domaines du savoir, les études classiques, des voyages en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, USA, Canada et du Sud Costa Rica, nous avons une vision du monde autour du capitalisme dans ses facettes de libéralisme et d'interventionnisme. Notre école, comme le dirait Montaigne, c'est le voyage à travers des pays et des régions d'un pays grand comme la République démocratique du Congo. Dans nos enseignements, la question permanente chez nos étudiants s'est chaque fois focalisée, et de manière récurrente, sur la différence entre la gauche et la droite. Et pour les économistes, la nature de la connaissance véhiculée par certains collègues enseignants fut de tout temps d'avoir peu expliqué aux candidats des sciences économiques et managériales quand et où comment l'économie pouvait défendre des intérêts de gauche ou de droite, et encore moins quand la mondialisation perturbait et ou renforçait la valeur et le statut du capitalisme et du socialisme. Nous avons été toujours hantés par une certaine vision du monde visant à comprendre, construire et expliquer ce qu'il en était. Puis, notre processus d'expliquer et de faire comprendre ce fonctionnement du couple capitalisme-socialisme s'est organisé par notre expérience de professeur d'analyse des systèmes et structures économiques depuis 20 ans. Maintenant, nous pouvons publier ce livre dont le contenu se résume dans cette belle assertion du savant Ernest Teillac selon laquelle il y a deux systèmes économiques et il ne peut y en avoir que deux. Les deux mamelles du capitalisme. Le libéralisme et l'interventionnisme, incarnation d'Adam Smith et de Karl Marx, deux intellectuels de la droite et de la gauche, deux penseurs autour desquels les autres gravitent pour nous situer les idées des systèmes qui peuvent être ouverts, les théories économiques et sociales, ou bien fermées, les doctrines économiques et sociales. Cette publication contribue au renouvellement de la réflexion sur l'émergence, l'évolution et la transformation des grands systèmes économiques dans l'histoire du temps présent. L'objectif de l'ouvrage est de permettre aux étudiants en sciences économiques et managériales de s'imprégner de la confrontation du capitalisme et du socialisme comme deux thèmes centraux de l'évolution de la pensée économique. Le choix du positionnement épistémologique, combien déterminant pour un chercheur, permet d'asseoir la validité et la légitimité de nos recherches, l'enseignabilité de notre découverte par l'appui de la démarche méthodologique poursuivie. Celle-ci repose sur une fouille de lecture pour recueillir l'information fondée sur l'affirmation selon laquelle deux systèmes économiques se confrontent, et il n'y en a eu que deux, les autres étant soit des modalités soit des régimes. L'approche est d'analyse systémique déterminée par l'équilibre de Nash et par l'équilibre de Pareto, qui ne s'oppose ni à la comparaison qualitative ni à celle quantitative. La méthode comparative est dès lors de mise pour aborder des questions qui souvent échappent à la science économique pure. Elle fait prendre en compte la diversité historique et débouche sur l'affirmation, par exemple, de la spécificité de l'économie japonaise dans les années 1920 à 1980, permet des débats sur les capitalismes asiatiques, le modèle anglo-saxon, la marginalisation de l'Afrique et les conséquences de l'unification européenne dans les perspectives de la mondialisation. Cette approche systémique comparative débouche bien plus sur l'hypothèse controversée de la convergence institutionnelle irréversible, à cause de l'interdépendance et de la transition vers un nouveau système économique et social depuis le début des années 1990. Alors les débats nord-américains sur la postmodernité, comme projet d'avenir,
tournèrent court au profit des analyses fines sur la nécessité d'une régulation prudentielle du système monétaire international et des marchés financiers globalisés. Interventionnisme et libéralisme, sous deux espèces systémiques d'un même genre, sont validés comme globalisation financière et situés comme mondialisation économique. Dans ces conditions, nul ne s'intéresse plus qu'aux contemporains dans les échanges économiques. L'originalité de la publication s'inscrit au croisement des disciplines sous une extraordinaire confluence d'apports qui auront interagi les uns sur les autres pour appréhender le problème essentiel de la connaissance économique, contribuant ainsi à l'étude des systèmes, des structures et des sujets économiques. Celle-ci repose sur la méthode de comparaison qualitative ou simplement l'analyse comparative qui ne s'oppose en rien à la comparaison quantitative comme paradigme systémique en économie. Elle permet plutôt de poser des questions et d'aborder des problèmes que la science économique et managériale, même en se rangeant parmi les sciences dures par modélisation ou formalisation mathématique, ne saurait traiter autrement. Le couple systémique capitalisme-socialisme évoque le paradigme systémique caractérisé par trois dimensions. D'abord l'idée que tous les systèmes ont leurs défauts propres, ensuite la méthode de la comparaison qualitative, enfin une approche élargie par les sciences économiques et managériales dans une relation forte entre l'histoire et la théorie économique comparative des grands systèmes par la question centrale de la formation, de l'interaction d'ensemble, de l'évolution et de la dissolution des institutions économiques, mais aussi des institutions non économiques. L'approche se réduit progressivement à sa plus simple expression d'un processus, une dynamique du capitalisme centrée sur les thèmes de la complexité, de l'interdépendance et de la régulation, en insistant sur le jeu entre la permanence et le changement. Car tout système évolue, tout en gardant son identité propre, comme réponse, répétons-le, à la question de la formation et de la transformation des systèmes, structures et sujets économiques ayant produit la mondialisation. Quant aux limites et perspectives de l'analyse, elles sont à percevoir dans le fait que les ouvrages sur l'analyse des systèmes et structures économiques se comptent par simples dizaines tous les 20 ans. Est-ce un domaine peu intéressant chez l'économiste ? Loin de là. Le classement de Gell, Journal of Economic Literature 2013, tient le système économique comme discipline à part entière de la science économique sans lui superposer d'autres domaines. À ce sujet, l'arborescence de l'économie est sans confusion. De ce fait, l'intérêt pour cette approche est concentré à l'ouest comme à l'est, sur les relations entre les modes d'allocation ou de coordination par le marché et le plan. La formation et la transformation des systèmes restent le thème majeur d'originalité, de limites et de perspectives. Comme discipline académique, l'analyse des systèmes économiques occupe sa place de choix. D'abord dans les années 1920 aux États-Unis sous l'influence de John Commons, ensuite à partir des années 1950 en France sous le titre Système et structure, notamment inspiré par François Perroux. Ce champ théorique s'affine dans les années 1960 et 1970 avec Marshall, 1963, Grossman, 1967, Teillac, 1972, Polanyi et Arensberg, 1975, Garrigou-Lagrange, 1976, Olzowski, 1977, Joyal, 1979, Neuberger, 1984 et à la fin des années 1990 avec Toris, 1997. Au début de l'an 2000, des savants à l'œuvre sont Chavance, Magnin, Moteimud-Nejad et Sapir, 1999 et Cornet, 2000. Avec les années 2000, la réactivation de la tradition libérale occidentale ainsi que la crise de la pensée réformiste dans le monde socialiste ramènent les approches contrastives sur le devant de la scène. La disparition des systèmes économiques socialistes conduit à une réflexion rétrospective sur les rapports historiques du couple capitalisme-socialisme. La pensée économique et sociale est ravivée. János Cornet évoque un paradigme systémique dans lequel il range Karl Marx, Karl Polanyi, Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek. Ce paradigme est caractérisé par les trois dimensions si haut soulignées, c'est-à-dire la complexité, l'interdépendance et la régulation. L'étude des systèmes économiques reprend sa place dans les facultés d'économie. Depuis 1997, et sans arrêt, nous administrons un enseignement universitaire sur l'analyse des systèmes et structures économiques. La réforme pour réactualisation en a fait l'analyse des structures et sujets économiques,
dans nos facultés et écoles comme pour opposer aux approches antinomiques des deux systèmes économiques, les sujets qu'ils partagent en commun, notamment le salariat, la monnaie et les rapports marchands autour de la propriété, l'entreprise, les modes de financement des investissements, l'État, l'appropriation et la redistribution du surplus. Cette discipline académique est privilégiée dans les départements d'économie et management, monnaie et finance, et des sciences touchant la gouvernance économique et politique. Les sujets économiques découlent de ces différents schémas de succession des grandes formes économiques fondées sur la production, la consommation, la monnaie, le critère de propriété et de coordination du couple systémique capitalisme-socialisme, libéralisme-interventionnisme, droite-gauche. Les systèmes économiques du monde réel sont extrêmement variés, occupant des positions les plus diverses entre deux régimes opposés, et caractérisés l'un par une liberté absolue, l'autre par une intervention totale de l'autorité publique. Tous deux s'apprécient en somme selon deux critères, celui du volume de revenu national produit d'une part et d'autre part selon le partage de revenus global. Comme l'a noté Paul Rousseau dans son Économie politique générale, 1987 sur 446, les deux critères d'appréciation des systèmes qu'ils soient de production maximum ou de partage égalisé, il n'est nullement certain que l'application de deux critères d'appréciation aboutisse à une appréciation concordante. Bref, l'analyse des sujets économiques y est centrée sur les thèmes de la complexité, de l'interdépendance et de la régulation en insistant sur une des dimensions du système et de la structure, à savoir le jeu entre la permanence et le changement. De là Raymond Aron aurait-il raison de lire en tout système une prison, tout système qui aveugle, alors que pour d'autres tout système évolue tout en gardant pour ainsi dire son identité propre? La formation et la transformation des systèmes économiques restent le thème majeur d'originalité, de limite et de perspective. Pour situer l'analyse, comme la méthode rhétorique nous enseigne les moyens de disposer le discours, de le mettre en forme pour susciter la conviction, d'après l'Inventio des Latins, cet ouvrage est composé de 5 chapitres. En effet, les 2 premiers chapitres présentent le cadre général des systèmes et structures économiques, précisément la pertinence des concepts appropriés et la construction d'un système économique. Le 3e chapitre aborde le projet libéral afin de saisir comment la convention dans le système économique se mue en contrat face à 2 types de partenaires, puis l'interdépendance des choix individuels qui, dans les échanges, contribuent à définir l'équilibre, les droits de propriété, comment chacun a à gagner des apostrophes. Une relation, la confiance autour de la monnaie, comment les échanges marchands aboutissent à un ordre fondé sur le contrat social libéral de société duale, de système des tontines, de système de retraite et de système de protection sociale. Le 4e chapitre concerne le projet socialiste dans le fonctionnement des systèmes et structures économiques. Ici, les contradictions culturelles du capitalisme sont nécessaires pour distinguer libéralisme et socialisme. Le déclenchement de l'analyse part du comment le circuit économique se trouvait, dans les débuts antiques du socialisme, aux mains du souverain, réduisant en rien l'initiative libre des individus. Le 5e chapitre explique l'interdépendance et la transition vers un nouveau système économique et social pour montrer au bout du compte comment ce qui revient à une frange relève du tout. Le laisser-faire de l'économie libérale et la planification de l'économie dirigée font tourner le dos au passé mort pour regarder vers l'avenir vivant, un retour à la modernité au nom de la mondialisation. Mais qu'en est-il de cette évolution du couple capitalisme-socialisme, du point de vue de la sphère économique? Notons que depuis 1870, la science économique est à l'étude des diverses écoles plus fortement jusqu'en 1920. Par la suite, des péripéties de l'histoire mondiale ont marqué le temps jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, celle de 1940 à 1945. Les théories économiques seront marquées des empreintes keynésiennes. Déjà, 5 ans après la guerre mondiale, les recherches militaires et scientifiques, donc à la fin des années 1950, on assiste à la révolution des techniques et des technologies du traitement de l'information et des communications. 20 ans plus tard, les chocs pétroliers 1973 à 1974 puis 1978 à 1980 incitent les chercheurs, les politiques et les commerçants à d'autres formes de négociation du capital et du travail. On est à la fin des 30 Glorieuses.
Au cours des années 1980 à 1990, les nouvelles exigences du monde capitaliste en difficulté incitent à répondre par la maîtrise du savoir sur le savoir, Mercure 2014/39. Les entreprises multinationales sont à la recherche d'expansion de leur marché pour de meilleures conditions d'offre, se rapprocher des consommateurs et contourner les barrières protectionnistes. Le monde financier est en quête de déréglementation, les écoles de commerce sont en quête de nouvelles formes de marketing, le monde politique en quête de relance de la croissance économique par le biais de la libéralisation financière et d'intégration régionale. Les difficultés que traverse le capitalisme contemporain invitent à plus d'imagination et d'innovation car la crise de la croissance est aussi une crise des finances publiques, une remise en question des États-providence, une crise de l'emploi, un ébranlement du salariat ou du contrat social entre le capital et le travail. Les pressions économiques relatives à tous ces phénomènes ont eu des conséquences inflationnistes, ont provoqué notamment l'augmentation de l'endettement des États. Dès lors, le couple capitalisme-socialisme a subi des mutations ayant conduit à la négociation du capital financier, si bien que la révolution conservatrice des États-Unis et des pays du G7 des années 1980 à 1990 a renforcé la liberté des marchés, autour de la multinationalisation des entreprises et des intégrations régionales, est poursuivie et renforcée lors des crises financières des années 2000 et 2008 en s'appuyant à gauche et à droite, sur la mondialisation, en fait un grand projet de mise en place d'un marché mondial. Ce marché, Daniel Mercure le qualifie d'unique ou d'autorégulé soutenu par des États régulateurs de services sous-traités au secteur privé. Il s'agit quant à nous, des États pratiquant l'externalisation. Au bout du compte, cependant, quel est le destin du monde globalisé quand l'analyse des stratégies fatales souligne un univers qui ne serait en rien dialectique? Une bibliographie conséquente, car bâtie autour des systèmes économiques Toris 1997, Capitalisme Brodel 1988, Vallier 2005, Socialisme Chafarevitch 1977 et Mondialisation Twets 2014, justifie le contenu de l'ouvrage sous ce titre de Systèmes économiques de la mondialisation. Pertinence des concepts de système et structure. 1. Quête de sens. L'étude des systèmes et structures économiques est une analyse des sociétés contemporaines à travers la convergence des structures, les comportements humains, les structures institutionnelles et la sélection naturelle des institutions, F.A. von Hayek. Elle s'appuie sur les disciplines suivantes, l'économie, le droit, la sociologie et l'histoire. Système et structure sont deux concepts ayant été proposés aux économistes français, vers 1937. Depuis, les articles, cours, manuels se sont accumulés sans souci excessif de faire neuf et en multipliant les applications particulières sur la production, la monnaie, la finance, etc., sans qu'on se préoccupât trop de réélaborer les deux concepts. En 1972, soit 35 ans après, l'économiste François Péroux, alors professeur au Collège de France, écrit un hommage au professeur Ernest Teillac. Les notions de système et structure n'intéressent pas que l'économie politique mais la plupart des autres disciplines à tel point que la généralisation s'est épanouie en toute une philosophie. Le structuralisme. En effet, on trouve des notions extra-économiques des systèmes et structures, la structure de la matière en physique, la structure des organismes vivants en biologie, la structure des comportements en psychologie et les types de structures en mathématiques. On peut appeler structure d'un système un ensemble de relations et de propriétés très générales et invariantes, qui le caractérisent. Tout formalisme fait prévaloir la notion de structure, c'est-à-dire d'un ordre statique, sur celle d'organisation comme une union dynamique d'un certain ordre et d'un certain désordre. En effet, les systèmes sociaux se caractérisent par la multiplicité de leurs finalités, bien souvent opposées les unes aux autres. En langage socio-économique, un système est un type d'organisation rendant compatibles entre elles des structures par des institutions qui maintiennent au pouvoir un groupe dominant, dans une hiérarchie de groupes, de classes. Quant à la structure économique, elle désigne les propositions, les relations et les invariants concernant les luttes concours et les conflits coopération, celle-ci pour l'emploi des choses comptabilisables. Les structures changent dans un même système et d'un système à l'autre. Autrement dit,
Le système d'économie dirigée et le système d'économie libérale constituent les deux systèmes qui se confrontent dans les relations de transfert libre et de transfert contraint, de transfert onéreux en prestation contre prestation et de transfert gratuit en prestation sans contre-prestation. Il s'agit du système à direction centrale d'une part et du système à direction périphérique d'autre part. L'essentiel dans les changements de structure transparaît dans l'approche d'intraversion, extraversion ou intériorisation-extériorisation des activités et des phénomènes fondamentaux de la nation. Ces changements structurels et alternés de longues périodes accordent de la place et de l'explication aux problèmes économiques, tels que la régularité quant à la formation des valeurs, les complémentarités et les substitutions, les poids relatifs d'échange et des prix, et le type de formation des prix. Le fonctionnement de ces systèmes permet de comprendre en style diachronique ou synchronique comment les grands ensembles économiques organisés progressent au fil de temps en changeant de structure. Le même fonctionnement permet de reconstruire, de par l'expérience et l'érudition, toute la théorie économique autour d'une même idée mère. Du fait que tout soit en tout, les notions deviennent larges. La systémique comme méthode et démarche épistémologique peut surmonter l'écueil monodisciplinaire et mieux rendre compte des interactions entre agents économiques, entre sous-systèmes pour comprendre et décider. Le mot système n'appartient pas qu'au langage de savants puisqu'il est utilisé dans les cas de système métrique, système solaire, système nerveux, système D, etc., pour signifier un ensemble organisé de processus liés entre eux par un ensemble d'interactions à la fois assez cohérent et assez souple pour le rendre capable d'un certain degré d'autonomie. Depuis François-Bénédicte de Saussure, 1857 à 1913, jusqu'à Edgar Morin, le système ne cesse d'être défini pour l'adapter au fond de sa cause. Il serait par conséquent une totalité organisée, faite d'éléments solidaires, définis les uns par rapport aux autres en fonction de leur place dans cette totalité. Jean Piaget 1896 à 1980, lui, identifie le système et les structures qui se composent par les trois caractères de totalité, de transformation et d'autoréglage. Pour l'urbaniste J. Forrester, le système est un processus de rétroaction ayant une structure spécifique et ordonnée. Joël de Ronet, 1975, le définit comme ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but. Dans Les systèmes du destin 1976, Jacques Le Sourne le présente comme ensemble d'unités en interrelation mutuelle. Edgar Morin, 1977, 1980, 1986, 1991, 2001-2014, dans la méthode, définit le système par rapport à une unité globale organisée d'interrelation entre éléments, actions ou individus. L'économiste Bernard Walliser 1977 en formule une définition indispensable au fonctionnement des marchés dans leur poursuite sans entrave du profit à court, à moyen et à long terme. En effet, dans le cadre d'institutions de gouvernance mondiale, qu'elles soient de gauche ou de droite, le système économique devenu mondialisation constitue, en dépit de ses fragmentations, un ensemble en rapport réciproque avec un environnement, lui assurant une certaine autonomie. Ensemble formé de sous-systèmes en interaction, cette interdépendance lui assurant une certaine cohérence. Ensemble subissant des modifications plus ou moins profondes dans le temps tout en conservant une certaine permanence. Cette capacité de modification est une auto-transformation, en fait une morphogenèse pour ne pas mourir. L'économiste en a même produit une formule mathématique, V égale Kn, N1 2, K étant le système, N les sous-systèmes reliés 2 à 2. V en étant la variété du système. Le système, que le biologiste Ludwig Bertalanffy, 1968, avait vulgarisé par la théorie des systèmes au profit d'une explication des parties au niveau d'un tout organisé qu'est la vie, la société, la matière, etc., devient une unité globale organisée d'interrelation entre éléments, actions ou individus. Edgar Morin. Mais le système ne se réduit pas à la simple combinaison d'un ensemble de parties. Le système est le résultat des interactions entre les parties qui, en s'agençant pour créer un tout, se modifient. Dès lors, le tout permet l'émergence de qualités nouvelles qui ne préexistent pas à la conception de ce tout. Cependant l'inverse est vrai aussi. Toute union suppose en effet des contraintes qui dévaluent les parties du système. Le tout n'est alors jamais tout, étant donné un retour renouvelé de ce tout devenant soit moins soit plus que la somme de ses parties.
Cette ambiguïté fondamentale du système lui confère une zone d'indétermination, une zone d'ombre. L'auteur de la méthode observe que tout système comporte sa zone immergée, occulte, obscure, où grouillent les virtualités étouffées. Alors l'idée de système se rattache à celle d'organisation, au sens d'organisation active, par exemple une machine. Le terme analyse de système se propose d'ordonner une réalité multiforme, en la concevant comme un système des problèmes à résoudre. Il convient alors d'identifier les problèmes que soulève le fonctionnement du système, de concevoir les objectifs que l'on veut atteindre, de définir l'environnement qui est susceptible d'affecter de manière significative le système considéré, d'établir les instruments par lesquels on pourra apprécier l'efficacité du système. Un système est un ensemble d'objets et un ensemble de relations entre ces objets et leurs attributs. Les objets sont les paramètres des systèmes, données, résultats, contraintes. Les attributs sont les propriétés des objets. Ils caractérisent les paramètres du système et rendent possible leur évaluation chiffrée. Les relations lient les objets et les attributs à l'intérieur du système, par exemple le système de transport qui soit aérien, ferroviaire, fluvial, maritime ou terrestre. Tout système est plongé dans un environnement spécifique et conditionné par lui. L'environnement est défini comme l'ensemble de tous les objets, compris à l'intérieur de certaines limites, qui peuvent exercer une influence sur le fonctionnement du système. En économétrie, le système d'interaction entre les mathématiques, la statistique et la théorie économique nous pousse à parler de variables, autant que propriétés et paramètres, des systèmes à évaluer quantitativement et qualitativement en portant débat et analyse de variables sur le rôle de l'économie dans son évolution. 2. Concepts fondamentaux. Ces définitions ont en commun 4 concepts fondamentaux: la complexité, l'interaction, la totalité et l'organisation. La complexité du système découle du jeu combiné de ces 3 autres concepts, autrement dit de l'ensemble de ces états possibles. Elle est, en quelque sorte, une forme d'organisation de la totalité des éléments en interaction. Les développements récents de l'analyse de systèmes démontrent comment Edgar Morin a réellement compris la complexité croissante des systèmes sociaux, et cette unité du multiple, qui les caractérise malgré leur diversité. Les débats sur la mondialisation accordent une place à Pierre-Noël Giraud à propos de la permanence du capitalisme dans l'évolution des inégalités économiques et sociales entre pays, de l'instabilité économique par la finance, et de l'environnement naturel comme question dominée par celle de l'équité entre générations. Dans un commentaire sur l'homme-univers d'Edgar Morin et son apport, Roger Paul Droit écrit « Chaque élément contient en réduction la totalité dont il est une partie. L'homme contient l'univers qui le contient, la société tout entière est présente en chaque individu. » Puis, dans Sciences humaines 2013/28-41, la pensée d'Edgar Morin propose la complexité comme principe d'interaction et d'imbrication à travers la réconciliation des savoirs. Il fait exploser le cloisonnement disciplinaire qui émiette le savoir en spécialités et cherche à construire un véritable paradigme de la complexité. Du verbe latin complecti, la pensée complexe qui recouvre l'idée d'englober et celle de tisser ensemble, s'applique alors à mettre au jour tous les entrelacs théoriques qui structurent le tissu de la connaissance humaine. L'interaction est au départ une simple relation de cause à effet telle qu'A agit sur B, éventuellement avec retard. Mais cette relation peut s'inverser, B rétroagissant sur A de façon amplifiée ou amortie, parfois au travers de relations mettant en jeu des éléments tiercés, D, E, boucle de rétroaction ou boucle récursive. La totalité est le fait d'observer le système comme étant composé de parties ou d'éléments, mais il n'est pas réductible à la somme de ces parties. Le fait de considérer la totalité et non les éléments qui la composent peut faire émerger de nouvelles qualités, voire faire surgir de nouveaux éléments, suradditivité. L'organisation renvoie à structure compte tenu d'un certain agencement des composants entre eux. Il permet de décrire la hiérarchisation des éléments du système et les relations de complémentarité, de commandement ou de subordination qui les unissent. En subissant des modifications ou en se désintégrant, le cosmos s'organise Morin, 2013/30, à travers les instabilités et le tumulte qui le caractérisent. L'ordre de l'univers s'opère à partir du désordre donc, dirait Edgar Morin.
Une forme de contradiction et de paradoxe se situe au niveau des phénomènes, quand c'est la dialectique de l'ordre et du désordre. Quand il se situe au niveau du principe, c'est l'idée de dialogique, c'est-à-dire l'unité symbiotique de deux paradigmes qui s'opposent l'un à l'autre tout en ayant besoin l'un de l'autre, comme dans le cas de passage d'une structure de change à une structure de prix utilisant différentes formes de monnaie qui soient métalliques, matérielles, sonnantes et trébuchantes, des changeurs d'autrefois ou qui soient scripturales ou électroniques, des opérations sous la mondialisation. Quant à la dialectique, elle s'assimilerait à une synthèse réussie des contraires. La recherche en sciences économiques, sociales et managériales s'affiche de moins en moins comme l'effort solitaire d'un chercheur enfermé dans la spécialité de sa discipline et à l'intérieur de celle-ci, dans un champ très particulier. Elle est de plus en plus, par sa production ou ses résultats, un travail d'équipe exigeant de plus en plus la coopération de chercheurs qui relèvent de différentes disciplines. Or chacune de celles-ci a son jargon propre. Celui des économistes n'est pas celui des sociologues même s'ils en ont plusieurs en commun en matière économique. Celui des politologues n'est pas celui des psychologues de la vie sociale. Les vocabulaires sont différents et les manières de formuler les questions et les hypothèses, de forger les concepts varient suivant les spécialités scientifiques, toutes choses restant égales par ailleurs. Outre ces approches, avec sa coutumière subtilité, Talcott Parsons, 1902 à 1979, conçoit la société comme un vaste système dont les éléments remplissent 4 fonctions de base: l'adaptation, la poursuite d'objectifs, l'intégration et le maintien des normes. Il a publié en 1937 The Structure of Social Action, une œuvre conceptuelle synthétique qui ne propose rien de moins que de forger une théorie générale de la société. L'action sociale est déterminée aussi par des valeurs et des normes, comme réponse dévoilée par la tradition sociologique. Ce qu'Émile Durkheim, Max Weber et Vilfredo Pareto ont montré par rapport à une autonomie du social au-delà du seul échange d'intérêts dans le domaine économique, de la morale dans le domaine religieux et des lois dans le domaine du politique. Les actions individuelles peuvent s'harmoniser entre elles, parce que les agents économiques interviennent en intégrant les valeurs et les normes institutionnelles. Ainsi, pour contribuer à résoudre la question de l'ordre social, Parsons va déployer un modèle général qui vise à rendre compte du système social dans son ensemble. Dans ses ouvrages, il défend une vision systémique et fonctionnaliste pour qu'une société stable puisse exister. Parsons pose comme préalable plusieurs fonctions auxquelles cette société doit répondre. A. L'adaptation à l'environnement, adaptation, qui assure la survie de la société. B. La poursuite d'objectifs, goal, car un système ne fonctionne que s'il est orienté vers un but. C. L'intégration, intégration des membres au groupe. D. Enfin le maintien des modèles et des normes, lat pattern. Parsons a établi entre les 4 systèmes du social une double hiérarchie théorique, en considérant comme hiérarchie A le système économique, le système politique, le système intégratif et le système culturel. En hiérarchie B, il retrace la liste dans l'ordre inverse. Le système culturel, le système intégratif, le système politique, enfin en hiérarchie C, le système économique. À chacune de ces fonctions correspond un sous-système. Le sous-système économique vise l'adaptation, le sous-système politique est chargé de la définition des fins, le sous-système culturel, religion, école, hôpital, maison d'arrêt, est chargé de la définition et du maintien des normes et valeurs, enfin le sous-système social est chargé, lui, de l'intégration sociale, entreprise. Chaque sous-système doit assurer à son tour les 4 fonctions agiles pour exister. Ainsi dans son œuvre Economy and Society, Parsons montre combien le sous-système économique ne doit pas se contenter d'assumer la fonction de production. Il doit aussi socialiser les travailleurs, définir ses propres finalités, maintenir ses normes. À partir de ce modèle, Parsons cherche à expliquer les différentes institutions de la société américaine, la famille, la police, la justice, l'enseignement, la religion, leurs fonctions et logiques internes, etc. Ces systèmes sont ouverts et évolutifs. Ils laissent les individus libres de choisir, l'époux ou le métier, dès lors qu'existent des mécanismes de régulation économique et sociaux. L'intégration des normes par les individus est l'un de ceux-là. Le système économique produit les ressources énergétiques distribuées par le système politique et utilisées par le système d'intégration et le système de maintien des normes et des valeurs.
Ce système fonctionne donc comme un modèle économique, un mode d'organisation et de fonctionnement de l'activité économique dont les caractéristiques influencent entre autres la production des biens et services, les relations sociales et le fonctionnement du marché du travail. Ces relations de travail vont même se tisser autour des relations professionnelles qui sont aussi et surtout des relations sociales, d'après l'étude de Jean-Louis Lognon 2010, en raison de l'encastrement social s'agissant des activités informelles, MUEM, 1995, Soumata 2014, en raison de quoi origine et le processus de recrutement du travailleur, conduisant même au non-respect de certaines règles relatives aux droits des travailleurs. En fait, tout système est composé d'autres systèmes au sens embednessien développé par le socio-économiste américain Mark Granovetter, et voulu déjà par Talcott Parsons comme étant une vision évolutionniste de la société en dépit de sa complexité, de sa grande différenciation interne et de son ouverture à la liberté des individus. De l'examen de la relation entre le tout et la partie comme une relation paradoxale, extrayons un des aspects. Un système n'est pas fait d'éléments, il est fait d'autres systèmes. Cela veut dire que si l'on pense système, on ne doit pas s'obstiner dans la quête d'éléments simples et isolables. Le chercheur qui, pour expliquer des phénomènes observables dans un objet, recourt à l'analyse de systèmes et est orienté dans sa recherche par des questions sur cet objet et ses phénomènes. Son analyse dépend de sa problématique. C'est pourquoi la théorie des systèmes est généralement définie comme théorie interdisciplinaire. Elle étudie les systèmes comme ensemble d'éléments en relation les uns avec les autres et formant un tout, d'où l'analyse doit procéder par une vision globale de l'économie. 3. Approche globale de l'économie. Sous cette approche, l'économie est une entité dont le secteur informel constitue un sous-produit. L'informel de l'économie existe en relation avec les différents sous-systèmes de l'ensemble économique. Il serait, de ce point de vue, un secteur de créativité à la charnière du système traditionnel et du système moderne dans un processus d'évolution économique, sociale et politique. Au service de la transition, le secteur informel serait un processus d'ajustement des difficultés économiques imposées par les événements dans une coexistence concurrente des organisations économiques et sociales. L'économie africaine a fait l'objet d'observations empiriques, sous une vision systémique, comme économie informelle. Elle apparaît ainsi comme structure d'un système, un ensemble de relations et de propriétés très générales et invariantes qui la caractérisent. Tout formalisme fait prévaloir la notion de structure, c'est-à-dire d'un ordre statique sur celle d'organisation, et donc celle d'une union dynamique d'un certain ordre et d'un certain désordre. Cette vision systémique a fait l'objet d'observations empiriques sur l'économie africaine en général, et congolaise en particulier. Ainsi a-t-on observé l'hétérogénéité des activités économiques de Kisangani. J. McGaffey et M. Voikianakazi, 1987, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les activités économiques dans le domaine de l'entrepreneuriat sont les unes légales, les autres illégales, mais elles influencent toutes au même titre le revenu national. La seconde économie fonctionne en relation avec le secteur formel socialiste ou capitaliste. Dans le contexte des Kivu, à l'issue de l'éclosion minière, agricole et industrielle, les villes de Bukavu, Beni, Butembo, Goma et dans une certaine mesure Lubumbashi au Katanga, aujourd'hui, développent une florissante économie du bâtiment et du logement. L'impôt locatif a pris place dans la fiscalité décentralisée à la suite des constructions de maisons qui sont à l'origine des économies populaires. Ces initiatives locales nées de l'ingéniosité de la population sans l'intervention publique. De bases commerciales et financières informelles, les réalisations qui en découlent font l'objet d'impositions et de taxes administratives diverses. L'informel formalise l'État pour ainsi dire. L'économie de l'ombre gonfle le produit intérieur brut. Cet agrégat macroéconomique inclut toutes les opportunités de revenus informels que ce soit chez les riches ou chez les pauvres. La production, la consommation et la répartition des ménages comme unités institutionnelles reflètent des revenus qui posent des problèmes de méthode quant à leur calcul sur une période donnée. Ces revenus se concentrent aux différents échelons de la vie économique et sociale. Point naît par conséquent, besoin de chercher à savoir si les activités informelles appartiennent à l'une ou l'autre partie de l'économie.
Au-delà de l'approche dualiste, le secteur informel serait la raison qui justifie la coexistence de deux secteurs différents sur un même espace et peut-être pour une même cause, à l'image de la colle qui tient ensemble les deux mâchoires de la tenaille et donc qui fait adhérer un objet à un autre. Pour tout résumer, comme the glue that holds the systems together. Le tandem moderne traditionnel évoque la dualité des systèmes économiques, dans la mesure où le traditionnel serait le secteur empêchant le développement de l'économie, alors que le moderne serait fondé sur la technologie. Le secteur informel serait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.